Alors bonjour tout le monde, ici Vincent Grenier de EOS Nation. Aujourd'hui, on va adresser du FUD qui est sur Internet présentement sur YouTube, une vidéo qui s'intitule Red Flag Crypto numéro 4 Feed Decrypt avec EOS, le coup de maître de Block One. En fait, c'est une vidéo qui explique pourquoi EOS n'est pas un bon projet ou quoi que ce soit, et je vous dis, c'est complètement faux que l'information qui est là-dedans. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est quand on va plus bas, on peut voir toutes les sources d'informations où ils ont pris leur information. C'est vrai qu'il y a eu des articles très légitimes qui ont été faits au sujet de EOS, mais je vous dis, il y a beaucoup d'informations qui sont à l'intérieur de ces articles-là qui sont fausses. Moi, qui est un block producer, EOS Nation, je suis à l'intérieur de ce réseau-là et je suis ce réseau-là, EOS, depuis très longtemps, et je vous le dis, ce qui se dit dans les médias, ce qui se dit dans les nouvelles, ce n'est pas toujours ce qui se passe vraiment. Donc, c'est très important. C'est plate de voir ensuite de ça tous les commentaires des gens qui sont très contents d'avoir eu de l'information comme quoi que le projet il était merdique. Puis finalement, ben, ce l'est pas. Là. Ces gens-là vont peut-être vendre leurs jetons pensant que le projet n'est pas bon. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je fais une vidéo qui va adresser le FUD, toute l'information qui a été dite dans cette vidéo ici. Et je veux vraiment m'assurer que vous ayez la bonne information. Parce que sachez que c'est les gens qui ont fait cette vidéo-là ont peut-être cherché pendant 3-4 jours l'information pour créer cette vidéo-là. Moi, ça fait depuis juin passé que je suis EOS à tous les jours. Je sais de quoi je parle. Donc, écoutez cette vidéo-là. Vous allez voir c'est quoi la vraie information. Et EOS, je vous le garantis, c'est un excellent projet et ce sera probablement le projet qui va être la base de l'Internet 3.0. Et pour plusieurs raisons, je crois que c'est le projet blockchain le plus prometteur là, pour 2018. Juste pour faire rapide, là, EOS a la meilleure distribution de jetons de tous les projets blockchain. EOS est le plus rapide. EOS, c'est lui qui va le mieux scaler. On a aussi l'identité digitale qui est intégrée au réseau avec les wallets et tout ça éventuellement. Ça va être le premier projet qui va intégrer la technologie de Inter-Blockchain Communication. Fait qu'on va pouvoir multiplier les chaînes EOS pour atteindre des millions de transactions secondes. On a du storage de données gratuit sur la blockchain avec l'utilisation de IPFS. Ça va être intégré dans les prochains mois. Et l'architecture du réseau est faite de sorte qu'on a une certaine gouvernance, on utilise une constitution afin de résoudre facilement les conflits entre les différentes personnes, entre les différents utilisateurs du réseau. On va avoir une certaine gouvernance sur la chaîne principale. Et également, c'est un immense projet qui a été démarré, le réseau a été démarré par 150, 200 producteurs de blocs différents. Donc, c'est vraiment des entités partout dans le monde qui travaillent de pair là, pour démarrer ce réseau-là. Ce n'est pas juste des mineurs qui n'ont aucun intérêt dans le réseau et qui veulent juste faire de l'argent. Non, c'est vraiment tous des block producers, des producteurs de blocs qui ont un intérêt à éduquer la communauté sur ce projet-là et tout. Donc, c'est vraiment un projet à suivre. Là. Donc, écoutez la vidéo. Je m'excuse, c'est très long, mais je voulais vraiment répondre à tout le FUD qui était dans la vidéo. Donc, écoutez ça, très intéressant. Bienvenue dans Red Flags Crypto. Aujourd'hui, on va parler d'EOS. EOS est un projet qui débute en juin 2017. Il est initié par l'entreprise Block One et depuis, il a pris la place qu'on connaît sur CMC. À son plus haut historique, le market cap d'EOS monte à presque 18 milliards de dollars, soit presque autant que SpaceX, sauf qu'EOS a beaucoup moins de chances d'envoyer quelque chose sur la Lune. À l'origine, EOS veut combler les faiblesses d'Ethereum avec à sa base 3 changements idéologiques majeurs. Premièrement, la gratuité. Avec la structure d'Ethereum, c'est comme si l'utilisateur final devait payer 3 centimes à chaque fois qu'il fait charger une page sur Google. Pour Block One, on n'a pas d'adoption de masse possible si l'utilisateur final supporte le coût du réseau. Deuxièmement, la scalabilité prévaut sur la décentralisation. EOS penche clairement du côté de la scalabilité en ciblant le million de transactions par seconde. Et troisièmement, et pas des moindres, le code ne fait pas la loi. On y reviendra, mais en gros, la team d'EOS pense qu'il est impossible de créer le code parfait et qu'il vaut mieux être en mesure de geler un smart contract défaillant et de modifier le code plutôt que d'en arriver à une situation de type parity chez Ethereum. Alors maintenant, parlons de gratuité des transactions.
faut comprendre que les utilisateurs des applications, les utilisateurs des sites Internet qui vont être sur la technologie du blockchain ne doivent pas payer des frais de transaction à tous les fois qu'ils interagissent avec le blockchain. Donc, c'est normal d'aller mettre les coûts pour le réseau sur l'inflation du réseau. Donc, une dépréciation de la valeur des jetons à tous les années. Avec le réseau EOS, on a une inflation de 5%, dont 4% est alloué pour la communauté. Et par la suite, on a 1% qui va pour payer les producteurs de blocs du réseau EOS. Donc, EOS, ça coûte environ 226 000 $ par jour à sécuriser et maintenir le réseau. Tandis qu'un réseau comme Bitcoin, ça coûte 11 millions par jour. On parle ici en termes d'électricité et en termes de frais de transaction. Donc, le réseau EOS peut garder l'information de façon aussi sécuritaire que Bitcoin et ça coûte 48,5 fois moins cher. Maintenant, scalability et côté décentralisation, les gens disent qu'on sacrifie la décentralisation pour aller chercher plus de scalability sur EOS. C'est vrai qu'on diminue considérablement le nombre de nodes, le nombre d'ordinateurs qui maintient et sécurisent le réseau. Par contre, ça nécessite quand même 15 producteurs de blocs, 15 entités pour aller changer l'information dans la base de données. Si on regarde pour le cas de Bitcoin et Ethereum, c'est des mining pools qui contrôlent le réseau, donc des regroupements de mineurs. Ça prend 3 ou 4 personnes à corrompre pour aller changer la base de données. Donc, EOS est en réalité 4 à 5 fois plus décentralisé que Ethereum et Bitcoin. On va aller plus en profondeur sur la décentralisation plus tard. Maintenant, quand on parle de code is law, on parle de la façon de gouverner un blockchain. Est-ce que c'est seulement le code qui a raison ou on peut rajouter une intervention humaine pour s'assurer que le code a été bien compris? Présentement, c'est les producteurs de blocs et eCAF qui font la gouvernance un peu, puis eCAF vient tout juste de commencer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'éventuellement, on veut le plus possible automatiser tous les processus, que ce soit des transferts de fonds, mais aussi la gouvernance. C'est juste qu'il faut commencer en quelque part. On va vers le blockchain qui est très scalable, puis ensuite de ça, on va essayer de rendre le code et la gouvernance automatisée le plus possible. Il faut comprendre également avec la mentalité Code is Law que c'est pas possible d'avoir un blockchain utilisé mondialement par des grandes entreprises avec cette philosophie-là. C'est certain qu'il va y avoir une erreur à un moment donné dans une des applications et qu'il y a des gens qui vont perdre des centaines de millions de dollars. C'est arrivé avec le Parity Hack, c'est arrivé avec le DAO, ça va arriver encore avec Ethereum, c'est certain. Plus il y a d'applications qui se bâtissent là-dessus, plus on va en entendre parler. Donc avec EOS, on vient éviter ce problème-là. Amener la gouvernance au blockchain, c'est très important. On doit être capable d'empêcher quelqu'un de se faire pirater ses fonds. C'est ça qui est arrivé dernièrement. Il y a des gens qui allaient se faire pirater leur compte et ensuite de ça, ils ont mentionné ça aux block producers. Les block producers, sachant qu'ils pouvaient faire quelque chose, ils pouvaient protéger ces gens-là. Il n'y avait pas le choix. Dans le fond, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui va se faire voler, on va l'aider, vous comprenez? C'est la partie, le côté humain de la chose. Fait que c'est juste qu'en ce moment, les block producers, il y avait beaucoup de pouvoir, mais c'est parce que le eCAF n'était pas encore en marche. Parce que le réseau vient tout juste de démarrer. Mais avec EOS, c'est très important. On a besoin d'amener une gouvernance sur le blockchain. Et c'est ça qui va permettre vraiment d'amener cette technologie-là de niveau mondial. Il faut qu'on soit capable d'utiliser la technologie du blockchain partout dans le monde et que toutes les entreprises utilisent cette technologie-là. Parce que ça va vraiment faciliter les processus, automatiser beaucoup de choses, puis ça va réduire les coûts d'opération pour notre société. On a besoin, en tant que société, d'un réseau qui est gouvernable, qui est en fait l'Internet de la communication, l'Internet pour les voitures autonomes, l'Internet pour tous les objets. Donc, EOS, c'est cet Internet-là, selon moi, et c'est le seul blockchain actuellement qui a les transactions gratuites, une scalabilité aussi impressionnante, et aussi que c'est très décentralisé. Alors maintenant, retournons aux vidéos. Aucun moyen de connaître à l'avance le nombre de tokens EOS que vous allez recevoir pour une contribution en ETH. Et surtout, aucune limite d'envoi d'Ethereum vers le wallet de Block One. Après coup, on a pu constater que le nombre de tokens EOS reçus par ETH a pu varier entre 45 et 610 en fonction des jours, et que ce mode de financement a permis à Block One d'aspirer des millions d'ETH sur un an. Mais là, ça commence à puer parce que certains ont pu constater que presque la totalité de la demande pour une période d'enchère constatée arrivait quelques minutes avant la clôture de cette dernière, venant gonfler le prix par EOS au dernier moment comme par magie. À vrai dire, l'ICO d'EOS rassemble tous les ingrédients d'une bonne vieille fraude. On a une levée de fonds illimitée qui permet d'aspirer
respirer des millions d'ETH contre la création de nouveaux tokens, et la mise en place rapide de marchés ultra liquides permettant de dumper ces nouveaux tokens sans problème. Oui, parce que l'ICO commence le 26 juin, et dès le 1er juillet, Bitfinex, qui est toujours dans les bons coups, et Kraken ajoutent les paires EOS sur leur plateforme. Cette configuration aurait permis à Block One de recycler ses Ethereum au KLM en investissant dans sa propre ICO. Je vous la fais en 3 étapes. Premièrement, envoyer les ETH sur leur propre smart contract dédié à l'ICO. Comme ça, le prix du token EOS gonfle car la demande augmente artificiellement. Deuxièmement, récupérer à la fois les tokens EOS et les ETH. Troisièmement, recommencer avec les ETH et éventuellement revendre une partie des EOS sur Bitfinex, qui plus est au prix fort parce que lorsqu'on reçoit 45 tokens EOS pour un ETH, on n'a pas trop envie de les brader. C'est ce que l'on appelle du recyclage et Block One nie formellement avoir participé à ce genre de manipulation. L'entreprise affirme avoir fait appel à un auditeur qui pourra prouver leur bonne foi dans un rapport ultérieur. En attendant, on a pu retrouver des wallets ETH à l'activité suspecte qui ont été créés juste avant l'ICO uniquement pour interagir avec le smart contract d'EOS. Quand on regarde les transactions, on constate que ces wallets ont envoyé des milliers d'ETH tous les jours vers l'ICO d'EOS et que ces ETH provenaient en amont de wallets de Bitfinex, Kraken et Binance. D'un autre côté, on a la preuve que le wallet de Block One a envoyé à plusieurs reprises des centaines de milliers d'ETH vers Bitfinex. Et pour boucler la boucle, on a pu constater des mouvements de dumping d'ETH massifs sur Bitfinex, comme le 28 mai dernier à 6h du matin, où le volume d'ETH échangé passe brusquement de 20 000 à 180 000 et où Ethereum perd près de 9% en une heure. Et les gens qui possèdent plus de 160 000 ETH sur Bitfinex ne se comptent pas par milliers, si vous voyez ce que je veux dire. Même si ces activités sont étranges, vous allez me dire que ça ne prouve rien dans l'application de Block One, et vous avez raison. Donc maintenant, on va parler de la distribution des jetons EOS. La distribution sur un an des jetons EOS a été beaucoup critiquée sur les médias sociaux. Pourtant, les gens ne comprennent pas vraiment c'était quoi l'objectif de cette distribution-là. L'objectif, c'était de permettre aux gens d'acheter le jeton pendant un an de temps et que le prix soit encore abordable. Donc, vu que la distribution s'est faite sur un an et qu'il y avait 2 millions de jetons à tous les jours de distribuer à l'extérieur des plateformes d'échange, ça créait une pression à la baisse sur le prix des jetons. Parce que les gens qui achetaient à l'extérieur de la plateforme d'échange, il y avait deux choix. C'est soit qu'on garde les jetons et on hold, ou on les vend sur la plateforme de change. Donc ça crée une pression à la baisse. Puis ça, c'était voulu parce qu'on voulait que les gens puissent acheter à bon prix et prendre le temps de s'éduquer sur le projet. Donc le but, c'était de faire les gens faire du dollar cost averaging qu'on appelle ça. Donc c'est acheter un petit peu de jetons à tous les jours. Et on voulait également empêcher les whales, donc les gros joueurs, les gros investisseurs, d'appartenir à un trop grand pourcentage des jetons. Parce qu'on sait que EOS, c'est une plateforme Delegated Proof of Stake, donc de preuve d'enjeu délégué. Et ça, ce que ça fait, c'est que quand tu appartiens des jetons EOS, tu appartiens des votes, tu appartiens du pouvoir pour le réseau. Donc, ce n'était pas faisable de faire un ICO où on vendait les jetons pendant 3 jours et que premier arrivé, premier servi, et que là, on avait un venture capitalist qui appartient, disons, 40% du réseau. Donc ça ne marche pas. Il faut que le réseau soit très sain. Donc, il faut que la distribution ait été faite de façon très étalée. Il faut que le pouvoir et la richesse dans un réseau soient très étalés. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que la distribution a été faite de cette façon-là. Maintenant, pour ce qui est de la demande qui arrivait, la majorité de la demande de la distribution qui était seulement à la fin de la distribution, ça c'est dû aux gens qui font de l'arbitrage. C'est pas Block One qui faisait du recyclage de jetons. Donc, à la fin de chaque période de la distribution, il y a des gens qui utilisent des scripts ou juste des gens comme ça qui vont aller miser des jetons, des Ethereum afin de recevoir des EOS et d'avoir un meilleur prix. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'arbitrage. Donc, c'est une façon de faire de l'argent dans le monde des crypto-monnaies. C'est que tu achètes des crypto-monnaies à un endroit et tu les revends à une autre pour ensuite faire un petit gain, un petit pourcentage de profit. Donc, il y a des gens qui faisaient ça sur la plateforme EOS, sur la distribution, afin d'aller chercher un petit gain comme ça. Donc, Block One n'a jamais recyclé ses fonds. Il n'y a aucune preuve contre ça. Les différents wallets Ethereum qui ont été créés juste avant le ICO et qu'il y a eu beaucoup de mouvements, tout ça, ce n'est pas des preuves comme quoi que Block One a été trafiqué les jetons ou quoi que ce soit ou qu'il a recyclé. Il n'y a aucune preuve là-dedans. C'est juste des gens qui ont vu des wallets qui ont été créés à une certaine période puis que ces portefeuilles-là, ils ont eu beaucoup de mouvements, mais il n'y a aucune preuve et Block One nie toutes ces accusations. Et je crois que Block One agit de façon très intègre là-dedans. Il faut comprendre que le CEO de Block One, Brandon Blummer, le CTO de Block One, Dan Larimer, et la personne qui a créé, qui a un peu fondé Block One, qui est Brock Pierce, tous ces gens-là, ils valent minimum 500 millions chacun.
Donc ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'argent. Leur but, là, c'est vraiment de changer le monde, de faire quelque chose de bien pour la société. Pour ce qui est des dumpings des jetons, c'est normal que Block One avait beaucoup de jetons et qu'ils ont dû dumper à un certain moment donné les jetons Ethereum sur les plateformes d'échange. Par contre, concernant toute la spéculation sur qu'est-ce que Block One fait avec ses jetons, vous pouvez voir sur YouTube, il y a une vidéo qui s'intitule EOS Shanghai Meetup July 2017. Dans cette vidéo-là, Brandon Blummer, qui est le CEO de Block One, mentionne qu'à chaque fois qu'ils récoltent des jetons, Ethereum, ils les ont splittés en trois, soit en Ethereum, en dollars américains et en Bitcoin. C'est leur conseiller financier qui leur a suggéré de faire ça. Est-ce qu'ils ont vraiment respecté ça par la suite? J'en ai aucune idée, j'ai pas fait la vérification. Par contre, c'est ce qu'ils ont dit. Et également, ils mentionnent que si jamais on croit que EOS est supérieur à Ethereum, on devrait ne pas garder des Ethereum parce qu'on sait que EOS va être une meilleure plateforme plus on approche le démarrage du réseau en juin. Donc, c'est ce qu'il a dit dans cette présentation-là. Est-ce que, oui, ils ont dumpé ou pas des Ethereum à une certaine date? Oui, c'est bien possible. Et ils ont le droit de faire ça. C'est à eux, ces Ethereum-là. Donc, encore une fois, Block One n'a pas rien fait d'illégal. Alors, on retourne aux vidéos. Maintenant, l'incitation à la fraude est bien réelle et avec Block One, on est loin d'avoir affaire à des enfants de cœur. Block One est une société fondée en 2017 spécifiquement dans le but de créer le logiciel EOS. Elle est basée aux îles Caïmans et a ouvert des bureaux en Californie et à Hong Kong. Les fondateurs sont Brock Pierce, Brendan Blummer et Dan Larimer. Brock Pierce est une forme évoluée d'escroc, notamment connu pour avoir fait couler sa première boîte pour son style de vie opulent et pour des faits d'abus de faiblesse et de pédophilie. Bref, si vous avez maté le Shitcoin Show numéro 3 de Decrypt, vous commencez à connaître le bonhomme. Son passé est remonté à la surface lors d'un show américain appelé Last Week Tonight en mars dernier, et depuis, Block One s'est arrangé pour le faire disparaître de son site. Now that sleepy, creepy cowboy from the future is named Brock Pierce. He began his career appearing in The Mighty Ducks and in a Gushers commercial as a child who turns into a banana. Well, that banana then got involved with some very unsavory figures. Just Google Brock Pierce scandal is all I'm saying there. Officiellement, il passe de fondateur à partenaire, et plus personne ne parle de lui chez EOS. Maintenant, on va parler de Brock Pierce. Brock Pierce, c'est un des fondateurs de Block One. Quand on parle de lui dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, on parle toujours de lui de façon négative. Ce qui est drôle, c'est que Brock Pierce, c'est le chairman of Bitcoin, un des plus hauts postes dans la société Bitcoin. C'était aussi un des investisseurs, un des plus gros investisseurs dans Ethereum quand ça a commencé, le ICO. Pourtant, on ne parle jamais de lui dans ces positions-là. On parle juste de lui dans côté fondateur de EOS. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas EOS. Il y a des gens qui voient ça comme une menace. C'est la seule plateforme de contrat intelligent qui n'a aucun frais de transaction. Donc, Brock Pierce, juste pour vous donner une idée, c'est qui? C'est, premièrement, comme on l'a vu dans la vidéo, c'était un jeune acteur qui a joué dans les Mighty Ducks il y a quelques années. Mais à part ça, Brock Pierce il a été impliqué dans les plus grosses entreprises au monde côté des actifs digitales. Tous les sites de gaming où les gens vont vendre des items pour jouer à World of Warcraft ou à n'importe quel autre jeu en ligne. Quand les gens veulent vendre des épées, des armures, des choses comme ça, Brock Pierce, c'est lui qui avait les plus grosses entreprises de ça. Puis encore à ce jour, Brock Pierce, il engageait 400 000 Chinois pour jouer aux ordinateurs et aller chercher des items dans les jeux pour ensuite les revendre sur ses sites internet à lui. C'est lui qui appartenait les 8 plus grandes entreprises dans ce domaine-là, donc dans les actifs digitales. Puis c'est pour ça que Brock Pierce est dans l'industrie des crypto-monnaies depuis le tout début, puisque c'est lui le chairman of Bitcoin. C'est lui qui a parti Blockchain Capital, qui est une des entreprises qui a financé le plus de projets blockchain. C'est à cause de lui que les crypto-monnaies et la technologie du blockchain, elle est rendue où ce qu'elle est aujourd'hui. C'est entre autres à cause de lui, parce que c'est lui qui a financé une grande partie de ça. Donc Brock Pierce, c'est un très très grand joueur dans le monde des crypto-monnaies et les gens n'en parlent jamais. Pourtant, on fait juste parler de son passé qui est un peu louche et que dans la vidéo ici qu'on peut voir, là, dans la vidéo YouTube, Crypto Blood X Brock Pierce Interview Clearing the FUD Part 1, il y a aussi une Part 2
une deuxième partie où il explique à la toute fin là, un peu c'est quoi qui s'est passé dans sa jeunesse là, pour les raisons dans le fond qu'il est accusé de pédophilie. Et vous allez voir que au final, c'est rien. Dans le fond, il est accusé de plein de choses et c'est jamais fondé ces choses-là. Et on fait juste attaquer toujours le projet EOS. Et le passé de Brock Pierce n'a aucun lien avec la technologie du blockchain EOS, n'a aucun lien. C'est juste une raison d'attaquer le projet, d'attaquer un des fondateurs. Pourtant, c'est le chairman of Bitcoin et c'est un des plus gros investisseurs dans Ethereum. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens n'en parlent juste concernant EOS. Dan Larimer, quant à lui, est un petit génie orgueilleux ultra connu dans le monde des cryptos. Il a notamment créé BitShare et a rapidement abandonné le projet et sa communauté pour aller créer Steem avant de créer, encore Steem. Oui, parce qu'il a relancé le projet quelques jours après le lancement officiel en mars 2016 parce qu'il avait raté son pré-mine. C'est-à-dire qu'il comptait miner une grosse partie de l'offre avant de permettre aux autres de miner Steem, sauf que pendant une nuit, ses cartes graphiques ont sauté, permettant aux autres de miner plus de tokens que lui. Et comme Dan est mauvais joueur, il a préféré relancer Steem en ayant miné 75% de l'offre au préalable, pas mal quand on sait que le projet est passé Proof of Stake un mois après. Et pour l'anecdote, Larimer s'est aussi fait corriger par Satoshi Nakamoto en personne en 2010, car il ne comprenait rien au Bitcoin. Maintenant, on va parler de Dan Larimer. Il a été mentionné comme quoi que Dan aurait parlé avec Satoshi Nakamoto dans les forums de Bitcoin Talk et qui s'aurait fait remettre à sa place. En fait, c'est pas ça. C'est Dan Larimer, en 2010, qui prévoyait déjà comme quoi que Bitcoin allait être trop lent. Et il prévoyait déjà comme quoi que les gens allaient attendre pour leurs transactions. Et dans le fond, Dan Larimer, c'est un génie. Depuis que 8 à 10 ans, il programme avec son père, qui est un rocket scientist. Son père s'appelle Stan Larimer. Et depuis qu'il est tout jeune, il programme avec son père. Et il a bâti beaucoup d'applications dans sa jeunesse et dans sa vie. Et avant même que Bitcoin soit inventé, Dan Larimer essayait d'inventer une crypto-monnaie. Et avant même que Ethereum soit inventé, Dan Larimer il programmait des contrats intelligents. C'est juste qu'il savait qu'on n'avait pas encore trouvé la solution pour créer une plateforme de contrats intelligents parce que lui, il connaît vraiment les besoins de l'industrie. Il s'est dit, si je veux faire une plateforme de contrats intelligents, les transactions doivent être rapides et instantanées. Ils doivent pas avoir de frais de transaction et je dois être capable de mettre une certaine gouvernance sur mon blockchain. Donc lui, il savait qu'il avait besoin de ces choses-là et c'est pourquoi il a attendu longtemps avant de créer EOS. Il a créé BitShares et Steem dans le but d'apprendre, dans le but de savoir comment programmer un blockchain, parce que c'est tout nouveau, il n'y avait pas personne qui était capable de programmer ça. La plupart des développeurs dans l'industrie, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent ce qui a été fait avec Bitcoin ou avec Ethereum, et ils font ce qu'ils appellent un fork. Donc, ils vont prendre le code, ils le copient, ils recommencent de là. Donc, Dan Larimer, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé Bitcoin, il a commencé d'essayer de créer BitShares à partir de la base de Bitcoin, puis il s'est vite rendu compte que ça ne performait pas. Il voyait déjà les problèmes. Dès le début, il voyait les problèmes de Bitcoin, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ensuite de ça, il a été vers BitShares. Il a créé une plateforme décentralisée, une plateforme d'échange décentralisée en 2013-2014. Et BitShares, encore à ce jour, est dans le top 5 des plus rapides blockchains au monde. C'est un des plus utilisés au monde, dans le top 5. On peut aller voir maintenant sur blocktivity.info. Donc, on est capable de voir les top 5 blockchains au monde. OK, on voit dans le top 5, il y a 3 des projets de Dan Larimer. 3 projets sur 5 appartiennent à Dan Larimer, le fondateur de EOS. Donc, on peut voir EOS qui est en 5e position. Ça fait ça fait 2 semaines que le réseau est démarré. Le réseau fonctionne à 0,01% de capacité. Tandis qu'on a un petit peu moins de transactions que Bitcoin. Et Bitcoin, lui, fonctionne à 41% de capacité. Ethereum, son plus grand compétiteur, fait 6 fois plus de transactions. Puis ça fait des années qu'il fonctionne. EOS, ça fait 2 semaines. Et Ethereum a 100% du réseau d'utiliser. Plus, il y a 21 000 transactions qui sont en attente. Donc, on voit que ça ne fonctionne vraiment pas, Ethereum. Et maintenant, ici, BitShares et Steem, qui sont les 2 premiers projets de Dan Larimer. Ces 2 projets-là sont utilisés à 0,06 et 0,11% de capacité, leur réseau. Donc, Dan Larimer est reconnu pour avoir fait les projets blockchain les plus rapides, les plus utilisés au monde. Et si on va regarder ici,
Steam génère 42% de toutes les transactions mondiales de blockchain et BitShares 23,4%. Donc, jamais on additionne les deux, c'est environ 65% de toutes les transactions blockchain au monde sont générées par les projets de Dan Larimer. Alors, ce n'est pas juste un petit génie qui n'a pas d'importance. C'est le génie qui crée les blockchains, qui génère le plus de transactions au monde. C'est un des génies qui programme depuis que 8-9 ans. Et non, il n'a pas laissé les communautés de ses anciens projets dans le néant. En fait, son père, Stan Larimer, c'est lui le président de BitShares. Le titre, c'est le Godfather de BitShares. C'est son père à Dan qui est là. Donc, il n'a pas juste laissé la communauté comme ça. Pour ce qui est de Steam, je crois qu'il s'entendait plus bien avec le fondateur. Mais il y a différentes raisons pourquoi Dan est parti de ses projets. Et entre autres, la principale, c'est que Dan, c'est un architecte programmeur. C'est lui, ce qu'il veut faire, c'est créer l'architecture du blockchain, créer la grande base. Là. Puis une fois que c'est monté, là, ben, les autres programmeurs de l'équipe et le projet blockchain n'ont plus nécessairement besoin de lui. Une fois que ça fonctionne, puis que tout a été pensé, puis que tout est correct, ils n'ont plus besoin de lui. Par contre, quand ils ont besoin de lui, ils peuvent l'appeler. C'est arrivé dans le passé que, je crois pour Steam ou BitShares, il y avait eu des réparations à faire au blockchain parce qu'il y avait eu des problèmes. Puis Dan est arrivé, en dedans de quelques heures, il a réglé le problème, puis ensuite de ça, il est parti. Le but de Dan, le but ultime, c'était de créer des douzaines d'applications. Ça, c'est son but ultime. Pour être capable de faire ça, il s'est dit, j'ai besoin d'une plateforme de contrat intelligent. Il a regardé qu'est-ce qui existait dans ce temps-là, qui était seulement Ethereum. Il disait, c'est impossible. Déjà, en ce moment, on voit que Steam, une application de Dan, génère 1,3 million de transactions par jour. Ethereum est utilisé à pleine capacité. Et il fait 740 000 transactions par jour. Donc, Steam génère 2 fois plus de transactions qu'Ethereum. Donc, c'est impossible de runner Steam sur Ethereum. C'est impossible. Donc, il nous faut une plateforme de contrat intelligent comme Ethereum pour être capable de supporter des milliers d'applications décentralisées telles que Steam, BitShares, une banque, le prochain Facebook. On a besoin d'une plateforme comme ça. En ce moment, il n'y a aucune plateforme de contrat intelligent qui est capable de supporter des applications commerciales. Puis là, EOS arrive et c'est la seule. Combien est-ce que ça vaut une plateforme qui supporte des applications commerciales? C'est quoi les plus grandes applications qu'on va pouvoir mettre là-dessus? Mais premièrement, regardez Steam. Steam, c'est quoi? Steam, c'est un site Internet, c'est une plateforme de réseaux sociaux. Donc, imaginez-vous, là, ça, c'est un site Internet. Donc, on va pouvoir mettre plusieurs sites Internet sur le blockchain EOS. Donc, EOS, c'est quoi? C'est l'Internet 3.0. C'est ça, sa plus grande application. Des applications d'Internet, mais aussi de gouvernance, d'applications de DAO, Decentralized Autonomous Organization, des communautés autonomes décentralisées. Tout ça, on va pouvoir bâtir ça sur EOS. On ne peut pas bâtir ça sur rien d'autre. Rien d'autre qui performe à ce point-là et qui est aussi facile à programmer et à créer des applications décentralisées. Donc, Dan Larimer, c'est un génie. C'est lui qui a créé les meilleures blockchains au monde. C'est lui qui a créé les plateformes les plus performantes. Le projet EOS, c'est le 8e projet au monde qui est le plus actif sur GitHub. Maintenant, je ne parle pas juste de projet crypto, je parle de projet en général. C'est probablement le projet crypto le plus actif au monde. Donc, bref, Dan Larimer, c'est un génie. Et c'est le génie derrière 3 projets blockchain. Le seul génie qui a créé 3 blockchains dans l'industrie des crypto-monnaies. Alors maintenant, on va retourner aux vidéos. Bref, si on mélange un peu tout ça, ça donne Block One qui vous vend ses tokens ERC20 pour la modique somme cumulée de 4 milliards de dollars. Mais est-ce que vous savez au moins ce que vous avez acheté? Je parie que non, car en tant que bon bagholder, vous n'avez pas lu les conditions de vente des tokens EOS. Et si vous l'aviez fait, vous vous seriez vite rendu compte que les tokens EOS ERC20 ne servent à rien, puisqu'ils n'ont aucun droit, but, fonction, utilité ou attribution quelconque pour le mainnet d'EOS. À aucun moment ils ne représentent non plus un droit ou une action sur l'entreprise Block One. Bref, à aucun moment ils ne sont censés avoir de la valeur. C'est marqué noir sur blanc. Maintenant, on va parler des conditions de vente des jetons EOS. Donc, c'est vrai que les jetons EOS, ERC20 ne valent rien. Donc, avant que le réseau démarre, EOS en juin 2018, les jetons EOS qui étaient en circulation, c'était des jetons EOS, ERC20 qui étaient des jetons sur le réseau Ethereum. Ces jetons-là, dans les conditions de vente, ils mentionnaient que ça ne valait rien. Et c'est vrai. En fait, c'était juste des jetons pour spéculer sur la valeur du vrai jeton EOS une fois le réseau démarré.
Donc, c'était juste pour spéculer pendant cette période de temps-là. Ces jetons-là n'avaient aucune utilité et ne servaient donc à rien. Donc, oui, c'est vrai, ces conditions d'utilisation-là, ces conditions d'achat, ils sont réels. Par contre, à la fin de la distribution, quand le réseau va démarrer, les gens qui avaient enregistré leurs jetons, enregistré leur portefeuille virtuel où leurs jetons EOS se trouvaient, leurs jetons ils ont été transférés en jetons EOS du réseau EOS. Donc, tout le monde a gardé leurs jetons et ceux qui auraient oublié d'enregistrer leurs jetons, ces jetons-là vont avoir été mis dans des contrats intelligents par les producteurs de blocs et éventuellement, on va trouver une solution pour être capable de redonner les jetons aux gens qui avaient oublié de les enregistrer sur le réseau EOS. Donc, tout ça pour dire, premièrement, tout ça, c'est du passé. Pour les gens qui sont rendus maintenant en 2018 et sur le réseau EOS, tout ça, ça n'a plus d'importance. Et aussi, il faut juste comprendre que EOS, ça va être un gros projet qui va bouleverser beaucoup d'industries et beaucoup d'applications. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent pas que ça arrive. Donc, ils doivent être super bien protégés côté légal. Et c'est pourquoi ils ont une grosse équipe côté légal et qui sont très bien représentés. Alors maintenant, retournons aux vidéos. De plus, Block One précise qu'ils n'auront aucune responsabilité dans le lancement de ce mainnet et qu'ils se contenteront de lancer le soft EOS en open source avant de disparaître. Bien entendu, Block One se réserve le droit d'utiliser l'argent récolté lors de l'ICO, soit, on va quand même le répéter, 4 milliards de dollars à sa seule discrétion. Ah oui, et cerise sur le gâteau, c'est que Block One avait déjà le financement nécessaire pour le lancement d'EOS avant même de commencer l'ICO. Franchement, on a affaire à une équipe de trolls qui ont aspiré près de 4 milliards de dollars pour pondre un logiciel sans garantie d'avenir et qui se sont construits un bunker légal pour profiter de leur butin sans encombre une fois exfiltré. Le cas est tellement gros qu'il ferait transpirer le professeur. Maintenant, c'est vrai que Block One n'était pas responsable à démarrer le réseau. En fait, c'était plutôt les producteurs de blocs qui ont démarré le réseau. Il y a environ 150 à 200 producteurs de blocs partout dans le monde qui ont travaillé de pair afin de se pratiquer sur les testnets, mais aussi afin de démarrer le réseau principal EOS. Donc, c'est la première fois que ça arrive, là, qu'on a autant d'entités différentes, des grosses compagnies, des producteurs de blocs qui veulent démarrer le réseau en tant que communauté. C'est la première fois que ça arrive, un lancement de réseau aussi important. Il a été également mentionné de logiciels sans garantie d'avenir. Ça, c'est juste lui qui le dit. Pourtant, les testnets étaient déjà fonctionnels. On avait déjà des bonnes performances. On a aussi les applications BitShares et Steam qui fonctionnaient déjà. Donc, on savait déjà qu'on allait avoir un logiciel qui fonctionnerait et qui serait très performant parce qu'on avait déjà 2 preuves de concept réalisées. Mais par exemple, c'était des applications, ce n'était pas des plateformes de contrats intelligents. Là, on a créé la plateforme de contrats intelligents, mais on avait déjà le concept là, avec ces applications-là. Maintenant, quand on parle que Block One a déjà les fonds nécessaires, alors pourquoi récolter plus de fonds dans la distribution, dans l'ICO? Écoutez, comme j'ai mentionné plus tôt, le ICO il a été fait de cette façon-là afin que les gens puissent acheter des jetons à prix raisonnable pendant 1 an. C'est pour ça qu'on a fait la grande distribution. Et on a voulu en même temps simuler le mining. Donc, au lieu de miner comme Bitcoin, au lieu de miner jusqu'en 2141, jusqu'à temps qu'on les ait tous minés, les EOS, à la place, on a fait une distribution pendant 1 an. Puis on s'est assuré que lorsqu'on vendait les jetons, lorsqu'on les minait, ou plutôt juste distribuait, au lieu d'avoir l'argent aller à l'électricité et être gaspillé, on aimait mieux la prendre et l'utiliser à bon escient. Donc, il y a 1 milliard de dollars de ce 4-5 milliards récoltés qui a été à des fonds d'investissement, des venture capitalists, dont Galaxy Digital et 2-3 autres que je ne me rappelle plus des noms. Mais bref, cet argent-là est retourné à la communauté. Puis actuellement, le Block One travaille, il engage plein de monde et il travaille actuellement à créer des applications de gouvernance. Puis ils n'ont jamais demandé d'argent pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont récolté plein d'argent durant la distribution. Donc cet argent-là est utilisé de façon très intelligente pour le réseau. Et le réseau ne manquera pas d'argent parce qu'on a le fonds un peu communautaire, le fonds de trésorerie là, qui est rempli avec l'inflation. Donc EOS ne manquera pas d'argent, Block One ne manquera pas d'argent. Et tout cet argent-là va être utilisé de façon intelligente. Comme j'ai dit plus tôt,
Dan Larimer, Brandon Blummer et Brock Pierce, 3 des fondateurs initiaux du projet, ont tous des fortunes personnelles supérieures à 500 millions de dollars. Donc ces gens-là ne sont pas là-dedans pour l'argent. Dan Larimer, il travaille des grandes semaines seulement pour créer un logiciel qui va nous permettre à notre communauté, notre société de s'auto-gouverner. Donc, tu es en train de faire ça pour nous autres, là. Fait que, on va arrêter de faire du fun. Bon, pour le prix qu'il a coûté, j'espère au moins que le protocole EOS apporte quelque chose de révolutionnaire au crypto game. Il est temps de se pencher un peu sur les fondamentaux du truc. Pour tenir ses promesses de gratuité et de scalabilité, EOS fonctionne sur un système à preuve d'enjeu déléguée. Avec la preuve d'enjeu déléguée, on a un réseau qui est valorisé par des tokens, ici les tokens EOS, et on part du principe que ceux qui ont le plus intérêt dans le bon fonctionnement du réseau, c'est ceux qui possèdent le plus de tokens. Donc les plus gros holders auront le plus de responsabilités dans la maintenance du réseau. Jusqu'ici, ça ressemble à de la preuve d'enjeu, sauf que ce pouvoir est une sorte de pouvoir législatif qui permet d'élire des producteurs de blocs. Les producteurs de blocs, quant à eux, sont des sortes de super nœuds. Chez EOS, on en a 21 et ils produisent un bloc chacun leur tour à un rythme de 2 blocs par seconde. En gros, ce sont les seuls mineurs du réseau d'EOS, du moins les seuls à produire des blocs et donc à valider des transactions. Et donc c'est aussi les seuls à obtenir ce qu'on appelle des block rewards, aka des paiements en EOS pour leur contribution au réseau. Et lorsqu'on concentre la gestion du réseau dans les mains de 21 acteurs, on se casse beaucoup moins le cul que lorsqu'on cherche à synchroniser des milliers de nœuds pour parvenir à un consensus, comme sur les blockchains Bitcoin ou Ethereum. Résultat, on va beaucoup plus vite pour valider une transaction, mais ça au prix d'une forte centralisation. Toutefois, l'élection de ces super nœuds est renouvelée tous les 126 blocs, donc toutes les 63 secondes. Donc en théorie, si un producteur se met à agir de manière contraire aux intérêts du réseau, il sera rapidement sanctionné par les urnes et sera remplacé par un autre candidat. Au passage, il ne sera plus rémunéré par les blocs rewards et il faut savoir qu'il y a toute une série de morts de faim qui sont prêts à prendre sa place. Oui, parce que le business est rentable, avec une rémunération annuelle estimée à 2,5 millions de dollars par producteur. Bref, l'idée derrière cette architecture de réseau, c'est que les producteurs sont tenus par les burnes et que les holders peuvent évincer à tout moment ceux qui n'agissent pas dans leur intérêt. Tout ça c'est bien joli sur le papier, mais en réalité c'est un peu plus complexe que ça. Quand on dit que les producteurs ont un pouvoir sans limite, bah on n'exagère pas trop. Souvenez-vous, chez EOS, le code ne fait pas la loi. Et donc si un smart contract est défaillant, il peut être gelé par les producteurs s'ils se mettent d'accord à hauteur de 15/21. C'est également valable s'ils veulent bloquer une transaction ou un compte. On a donc un projet semi-centralisé et techniquement non résistant à la censure. Mais on va pas s'affoler tout de suite parce que les holders peuvent, en théorie, jarter les producteurs s'ils font n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire que tout va bien ? Bah pas du tout, parce que le mécanisme de blocage ne sera pas utilisé seulement pour les smart contracts ou les comptes techniquement défaillants. Encore une fois, le code ne fait pas la loi et est incapable de déconner les intentions humaines. Les créateurs d'EOS ont donc remis l'homme au centre de la gouvernance en créant une constitution. Le problème, c'est que cette charte, qui aurait pu être écrite par un enfant de 12 ans au passage, est plus importante qu'on ne le croit, parce que chaque transaction sur le réseau EOS contiendra un hash de cette constitution et liera l'utilisateur à ce contrat. Ça veut dire que le pouvoir de blocage de ces 21 producteurs s'étend non seulement aux smart contracts défaillants, mais aussi à tout compte et à toute transaction qui viendrait à enfreindre les articles de cette fameuse constitution. Et là, les puristes de la blockchain commencent à transpirer et lisent avec un peu plus d'attention ce torche-cul qui plus est écrit par Thomas B. Cox, qui est le chef de la branche développement de produits chez Block One. Et là, je vous fais un petit tuto en 4 étapes sur comment passer d'une blockchain sans permission, irréversible et résistant à la censure, à une base de données lambda sans intérêt. Premièrement, donner techniquement un pouvoir de censure à 15 acteurs du réseau, c'est fait par le white paper. Deuxièmement, légitimer cette censure par une constitution écrite par un acteur central et qui lie tout utilisateur du réseau à chaque transaction, c'est fait par le white paper et le hash de la constitution dans chaque transaction. Troisièmement, autoriser via un article l'annulation de toute transaction ou la fermeture de tout compte qui ne respecterait pas tous les autres articles, c'est l'article 6 de la Constitution. Et enfin, quatrièmement, étendre le champ des possibles avec plein d'autres articles pour pouvoir annuler toute transaction sur commande. C'est fait avec les articles 1, 2, 4 et 5 qui permettent d'annuler toute transaction ayant impliqué une incitation à la violence, un mensonge, de la filouterie ou de la corruption. Ce qui est choquant ici, c'est que ces conditions sont ultra larges et ultra interprétatives, si bien que le fait de mentir sur mon âge peut être suffisant pour invalider mes transactions si on pousse la logique. Par cette constitution, on détruit également la fongibilité des tokens, car les utilisateurs doivent s'assurer que les tokens qu'ils reçoivent n'ont jamais été impliqués dans une utilisation frauduleuse. Et on n'a pas fini de creuser parce que la constitution d'EOS contient aussi deux autres pépites qui sont l'article 5 qui interdit à tout acteur de posséder plus de 10% de l'offre totale de tokens. C'est marrant parce que c'est également la part que s'est réservé Block One. Et de cette manière, ils s'assurent que leur influence sur l'écosystème EOS ne sera jamais dépassée par un autre acteur. Et aussi l'article 17 qui interdit à tout utilisateur de hold ces tokens pendant plus de 3 ans, sous peine de clôture de compte par les producteurs passé ce délai,
et sous prétexte que ce vilain comportement de profiteur pénalise les développeurs qui, eux, ont vraiment besoin de stocker des tokens pour monter leur application. En gros, si vous laissez dormir vos tokens, vous gâchez de la ressource. Et c'est ce que cet article veut vous faire comprendre. Après, ils sont gentils Block One, mais quand il s'agissait de les enrichir tout au long de leur ICO, il n'y avait pas de distinction entre les développeurs et les spéculateurs. À propos de cette constitution surprenante, on peut laisser le mot de la fin à Monsieur Cox de Block One. Did I mention that an arbitration order can change anything on the blockchain? Absolutely anything. Yes. Yes, it can be returned. Yes, it can be taken. Yes, it can be moved. Bon voilà, je pense que tout est dit. Maintenant que les producteurs ont tous les pouvoirs, le seul moyen d'éviter leur collusion passe par la participation active des holders dans la gouvernance DOS. Cette notion est d'autant plus importante qu'un seuil de seulement 15% du volume total de tokens est nécessaire pour prendre toute décision sur le réseau, du changement de la constitution à l'élection des producteurs en passant par le lancement du mainnet. Mais bon, à mon avis, il faut pas trop compter là-dessus, d'une part parce que les holders s'en battent les couilles de la gouvernance. La gouvernance DOS est en fait une plutocratie où ceux qui ont le plus de tokens ont le plus d'influence. Les plus petits holders savent donc que leur vote aura une influence aussi inexistante que l'élève de Didier Deschamps. Du coup, ils font comme toi aux dernières élections présidentielles, ils vont pas voter. Et non seulement ils s'en battent les couilles, mais en plus la procédure de vote est complexe et risquée. Il faut inscrire sa clé privée sur le portail de vote DOS, ce qui dissuade encore plus de voter. Du coup, les petits holders ont besoin d'une incitation pour voter. Incitation qui ne peut provenir que d'intérêts économiques et donc du partage des blocs rewards avec les producteurs candidats. Si un producteur candidat propose d'acheter des votes avec ses rewards, les autres vont le faire aussi pour ne pas se laisser distancer. Si plusieurs candidats le font, ils vont s'arranger entre eux sur le prix pour ne pas se ruiner, et voilà comment on forme un cartel. Enfin, la plupart des petits holders ont laissé leurs tokens sur un échange, et ont donc confié leur pouvoir de vote à ces derniers. C'est plutôt embarrassant lorsqu'on sait que certains sont eux-mêmes producteurs candidats comme Bitfinex et UOB. D'autant plus que leur force de frappe est plutôt colossale, avec Bitfinex possédant près de 7,5% de l'offre totale de tokens, et sachant qu'il faut seulement 15% pour impacter la gouvernance du réseau. Si on mate un peu la rich list DOS, on remarque que ça fait de Bitfinex le holder numéro 2, juste derrière Block One. Et on peut supposer que les baleines qui possèdent entre 3 et 7% des tokens sont les autres échanges tels que Binance, UOB et OKEx. Autrement dit, il y a de fortes chances pour que Bitfinex, UOB et Binance cumulent à eux seuls plus de 15% de l'offre totale DOS et que en plus, ils utilisent leurs tokens pour voter pour eux-mêmes en tant que producteurs candidats. Et croyez-moi, on est loin de la fiction avec Bitfinex qui propose à ses utilisateurs d'utiliser son stack pour clôturer le lancement du mainnet plus tôt. C'était le 13 juin dernier. Heureusement, niveau conflit d'intérêts, on met de côté Block One et ses 10% de tokens, car l'entreprise a promis de ne pas utiliser leurs tokens pour voter. Ah bah, pas sûr, tout compte fait. En conclusion, la gouvernance DOS conduit naturellement à la collusion des producteurs candidats et la réunion de seulement quelques acteurs suffit à atteindre le seuil des 15% permettant de modifier l'architecture DOS. Les producteurs peuvent acheter leur vote ou même voter pour eux-mêmes et ne soyez pas surpris de voir Bitfinex et UOB dans le top 21 des producteurs élus. Ne soyez pas non plus surpris de voir que les candidats s'arrangent entre eux sur Telegram pour imprimer 19 000 tokens supplémentaires pour payer les coûts de lancement du mainnet. Comme si l'offre totale de tokens n'était pas plafonnée par le white paper et comme si Block One n'avait pas les moyens de leur financer les coûts de lancement. S'il reste une promesse qui tient pour EOS, c'est celle de la gratuité pour l'utilisateur final. En parcourant le white paper, il n'y a certes aucune trace de coût de transaction, comme on pourrait l'observer sur la blockchain Ethereum. Le problème, c'est que dans l'écosystème EOS, les frais de transaction sont dissimulés dans une inflation continuelle à hauteur de 5% par an et qui sert principalement à rémunérer les producteurs. Il n'y aura donc pas de plafond à l'offre totale de tokens sur le mainnet et à ce rythme, le volume d'EOS double tous les 15 ans. De toute façon, on s'en fout parce que vous n'avez pas le droit de hold pendant plus de 3 ans, je le rappelle. Du coup, vous ne payez pas de gaz, mais vos tokens se déprécient au cours du temps au profit des producteurs qui sont déjà riches comme Crésus et qui pourront encore plus voter pour eux-mêmes. Maintenant, on va parler des détenteurs de jetons. Donc, c'est vrai que les gens qui détiennent beaucoup de jetons ont plus de pouvoir sur le réseau. Par contre, c'est pas eux qui ont le pouvoir définitif. Les gens qui détiennent beaucoup de jetons ont beaucoup de pouvoir pour voter pour qui sera les producteurs de blocs. Une fois que les producteurs de blocs ont été choisis, c'est les producteurs de blocs qui ont le pouvoir. Donc, c'est pas les gens qui appartiennent au pouvoir. C'est pas comme avec un proof of stake. Plus que tu détiens de jetons, plus tu as de pouvoir. Dans ce cas ici, c'est que plus tu as de pouvoir, plus tu peux décider qui sera élu pour te représenter un peu. T'sais, fait que, dans le fond, en plus de ça, on a besoin de 71% de consensus et non 51%. Donc, c'est 15 producteurs de blocs sur 21. Donc, 15 personnes qu'on a besoin de corrompre si jamais on veut corrompre le réseau ou la base de données. Donc, ça, c'est très important à côté décentralisation. Si on regarde Ethereum ou Bitcoin, c'est 3 ou 4 mining pools. Donc, 15 producteurs de blocs divisé par 3. Ça fait 5 fois plus décentralisé que les projets rivaux comme Ethereum. Donc, ça, une autre chose qui est importante de mentionner, c'est que oui, on en a juste 21 producteurs de blocs principaux, mais par contre, on a aussi
des centaines de producteurs de blocs qui sont en attente, qui attendent juste que les producteurs de blocs principaux se fassent détrôner parce que les gens vont enlever leur vote si jamais ils agissent de façon malicieuse. Donc, non seulement on en a 15, mais aussi ils peuvent être remplacés très facilement si jamais les gens enlèvent leur vote. Actuellement, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de votes, pas beaucoup de pourcentage de vote. Je pense qu'on est rendu à 25%, mais il n'y a pas beaucoup de petits voteurs. Il y a beaucoup de whales qu'on appelle des gros investisseurs. Par contre, quand l'infrastructure va être vraiment établie, puis qu'il va y avoir tous les bons wallets, puis ça va être très clair, puis qu'il va y avoir beaucoup de vidéos éducatives qui expliquent comment rajouter tes jetons sur la plateforme, comment trancher ses jetons, comment voter et tout ça. À ce moment-là, il va y avoir beaucoup plus de petits joueurs qui vont aller mettre leurs jetons là-dessus et qui vont voter. Puis c'est à ce moment-là que les regroupements de plus petits voteurs, de plus petits investisseurs vont avoir du poids. Donc, on va être capable de détrôner, d'enlever nos votes d'un producteur de blocs qui agit de façon malicieuse. Il faut se rappeler aussi que les producteurs de blocs sont payés avec des EOS. Fait que ce soit Bitfinex ou que ce soit UOB ou une autre plateforme d'échange ou un autre producteur de blocs qui est au sein des top 21, ces gens-là, ils ont beaucoup de jetons EOS. Donc, ils ont intérêt à ce que le réseau performe bien. C'est pas comme des mineurs de Bitcoin ou d'Ethereum. Eux, ils font juste miner puis ils veulent juste faire de l'argent. Là, il y a vraiment un intérêt à ce que le réseau fonctionne bien. Puis aussi, si jamais tu agis de façon malicieuse, tu peux être remplacé, tu peux te faire tasser. Donc ça, c'est très important. Côté constitution, il a été mentionné également que Thomas B. Cox a été un acteur central et que c'est lui qui a tout écrit la Constitution. C'est aucunement vrai. La Constitution a été rédigée pendant des mois par la communauté sur Telegram, un groupe Telegram qu'on appelle EOS Gouvernance. Bref, toute la communauté et des membres, entre autres, de EOS Nation ont participé à élaborer la Constitution qu'on a jusqu'à présent. Et la Constitution qu'on a en ce moment, elle peut être changée. Donc, si jamais la communauté dit « Hey, tel article, on voudrait la changer », on va la changer. Et oui, ça a été écrit de façon à ce qu'un jeune de 12 ans puisse la lire et l'écrire. C'était ça le but, en fait. On ne veut pas créer un contrat comme un contrat d'assurance où c'est 20 pages et c'est illisible. On veut que la Constitution soit très claire et que ce soit clair pour des gens, même de 16 ans, comment doit-on agir sur le réseau. Donc ça, c'est très important. On veut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Parce que cette constitution-là, c'est quoi? C'est, en fait, c'est comme des règlements qui vont faciliter la résolution de conflits. C'est pour aider du côté de la gouvernance. Parce qu'on doit se le rappeler, tous les blockchains sont gouvernés d'une certaine façon. C'est juste quand on arrive en période de crise qu'on remarque c'est quoi la vraie gouvernance. Avec EOS, on va avoir un système en place. Il va y avoir une grande partie des décisions qui vont être intégrées à l'intérieur de la plateforme. Tandis que quand on regarde d'autres plateformes comme Ethereum, bien, quand on arrive à un grand moment, un grand événement comme le Parity Hack, le DAO, dans le fond, c'est là qu'on voit le système de gouvernance. Quand on vient à voir c'est qui prend la décision finale. Ah, ben finalement, c'est Vitalik Buterin qui a le dernier mot. Ben, c'est centralisé, le côté technique. Il y a plusieurs types de décentralisation et centralisation. Est-ce que c'est centralisé géographiquement? 80% du pouvoir de minage est en Chine pour Bitcoin. Fait que c'est centralisé géographiquement. Avec EOS, les producteurs de blocs sont décentralisés géographiquement. Mais aussi, on peut les remplacer, tout ça. Mais ils ont aussi la décentralisation technique, comme j'ai parlé. À l'intérieur de EOS, les producteurs de blocs ont beaucoup de pouvoir, tandis qu'à l'intérieur d'un réseau comme Ethereum, ben Vitalik a le dernier mot, donc c'est centralisé sous Vitalik. Maintenant, on a parlé du 10% maximum de jetons. Ça, c'est à cause que chaque jeton représente en fait une partie de pouvoir. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas des acteurs qui possèdent plus de 10% des jetons, sinon ils vont appartenir trop de pouvoir dans le réseau, trop de pouvoir dans le système. Fait qu'il faut mettre des clauses dans la Constitution pour empêcher les gens de détenir plus de 10% des jetons. De cette façon-là, on est capable de venir limiter le pouvoir de chaque acteur dans le réseau, puis s'assurer qu'on a un réseau très décentralisé et avec le pouvoir et la richesse étalée parmi plusieurs personnes. C'est ça qui est important.
Il faut se rappeler aussi que même si un joueur a beaucoup de pouvoir, a beaucoup de jetons, il y a tout de même intérêt à agir de façon intègre. C'est comme ça qu'est fait le réseau EOS. C'est qu'il est fait de sorte à ce que les gens agissent toujours de façon intègre. Puis si jamais tu n'agis pas de façon intègre, mais tu vas te faire pénaliser automatiquement par le réseau. C'est ça qui est intéressant. Également, on a parlé de Bitfinex, comme quoi que Bitfinex aurait démarré le réseau EOS. Non, Bitfinex l'a proposé parce qu'il voyait que le pourcentage des votes n'avançait pas très rapidement. Donc, il s'est dit, bon, ben, je vais proposer à la communauté de démarrer le réseau avec les votes. Mais finalement, la communauté n'était pas pour ça. Puis Bitfinex n'a pas démarré le réseau avec ses votes. Et maintenant, si on parle des 19 000 jetons EOS qui ont été créés, qui ont été imprimés lors du démarrage. Ça, c'est pourquoi? Dans le fond, il fallait se demander, c'est où qu'on va aller chercher les fonds? Est-ce que c'est les producteurs de blocs? Ou est-ce que c'est le fonds communautaire qui n'était pas encore disponible qui va payer pour ça? Ou on va juste imprimer des jetons? Donc, il a été conclu comme quoi que les producteurs de blocs allaient imprimer des nouveaux jetons, 19 000 jetons, pour payer pour la création des comptes utilisateurs, des nouveaux... des utilisateurs OS. En fait, c'est pas la communauté que ces jetons-là ont été créés. Donc ça, c'est très important. On ne voulait pas changer, on ne voulait pas que les gens qui appartiennent des jetons EOS n'en perdent une partie pour créer leur compte. Puis c'était pas très fair pour les gens qui avaient, je sais pas moi, un jeton EOS sur leur compte, puis ça en prenait 10 pour le créer. Maintenant, côté frais de transaction, il mentionne des frais de transaction cachés sous forme d'inflation. Écoutez, des frais de transaction non cachés, des frais de transaction à l'utilisation, c'est complètement ridicule quand on parle d'une plateforme de contrat intelligent. Pensez à un site Internet ou n'importe quelle application qui utilise le blockchain. À chaque fois que vous allez interagir avec, ça va vous demander de payer. Il n'y a pas personne qui va utiliser Facebook. C'est à chaque fois qu'il faut qu'il like du contenu, il doit payer 50 sous. Ça n'a pas d'allure, là. Donc, on doit avoir un réseau avec des transactions qui sont sans frais à l'utilisation. Maintenant, les frais de transaction, c'est sûr qu'il y en a, mais c'est quoi les frais? C'est la somme des dépenses plus les frais de transaction divisé par le nombre de transactions totales. Donc, si jamais on commence par regarder Bitcoin, ça doit coûter des milliards de dollars juste de mining, d'électricité par année pour soutenir le réseau. Mais on a aussi les frais de transaction. Donc, tout ça divisé par la capacité qui est presque nulle, on arrive à des frais de transaction de 10-15 $ par transaction pour Bitcoin. Jamais on considère toutes les dépenses. Maintenant, quand on regarde EOS, il y a 0 frais de transaction. Les dépenses totales du réseau, c'est quoi? C'est de l'inflation. C'est 5% d'inflation totale, donc 4% qui retourne à la communauté. Il y a 1% qui va pour payer les producteurs de blocs. Donc, c'est juste 1% d'inflation qui va pour payer les dépenses du réseau. Puis, il n'y a pas de frais de transaction. Les frais totaux sont 50 fois moins dispendieux avec EOS qu'avec Bitcoin pour soutenir et sécuriser le réseau. Donc, ça, c'est vraiment important. Et il a été mentionné que le nombre de EOS double à tous les 15 ans. Ben oui, c'est possible. Avec 5% d'inflation, c'est possible qu'on double le nombre de jetons à tous les 15 ans. Mais ça, c'est 5% pour EOS. Mais avec Bitcoin, on a une inflation d'à peu près 4%. À tous les 10 minutes, il y a 12,5 Bitcoin qui sont créés. Donc, jamais on dit qu'on crée des nouveaux Bitcoins, c'est une inflation. C'est ça que c'est. Même chose pour Ethereum. Avec Ethereum, on a une inflation de 10-15%, tandis que EOS, c'est 5%. Puis avec EOS, tu as juste 1% qui va pour payer les dépenses. Avec Ethereum, c'est tout. Ça va se multiplier bien plus vite qu'aux 15 ans. Là. Ça va se multiplier aux 5 ans. Donc, ça, on a une grande différence de ce côté-là. Là. Donc, EOS, c'est très décentralisé. Il y a 15 producteurs de blocs. C'est le réseau qui coûte le moins cher à runner. Donc, c'est le réseau qui coûte le moins cher à soutenir. Puis c'est ça l'objectif, hein? C'est ça l'objectif. Là, je vais expliquer un petit peu la décentralisation. La décentralisation, c'est quoi? C'est juste... en fait, l'objectif n'est jamais de décentraliser. L'objectif, c'est d'éviter la censure, d'éviter à ce que des gens agissent de façon malicieuse et changent l'information sur la base de données. C'est ça l'objectif. Puis la décentralisation, c'est l'outil pour aller atteindre cet objectif-là. Donc, en décentralisant le pouvoir, en décentralisant le contrôle, l'autorité des gens, on vient à limiter
on vient à empêcher la corruption et la censure de l'information. Donc avec EOS, comme on a mentionné, c'est 15 producteurs de blocs qu'on doit corrompre pour venir corrompre la base de données. Tandis qu'avec Ethereum et Bitcoin, c'est 3-4 personnes différentes. C'est les gens au sommet des mining pools. Donc ça, c'est très important. Concernant le nombre de blocs qui sont produits, c'est 12 blocs à toutes les 6 secondes. Donc EOS a un block time de 0.5 secondes, ce qui veut dire qu'on peut valider 2 blocs par seconde. Donc les producteurs de blocs, c'est chacun leur tour. Ils vont valider 12 blocs chacun pendant 6 secondes. Et ensuite, ça va être le tour au producteur de blocs suivant à valider les transactions, à valider les blocs. Maintenant, concernant les jetons de Block One, le 10%, oui, ils appartiennent 10%, mais ce 10% de jetons-là, il est gelé dans un contrat intelligent. Ils vont juste avoir accès à 1% des jetons par année pour les prochains 10 ans. D'un point de vue fondamental, tous les arguments de vente d'EOS sont flingués. On part d'un projet se voulant être un standard décentralisé pour la création de blockchains ultra scalables et concrètement, on aboutit à une base de données semi-centralisée, modifiable et non résistant à la censure. La gouvernance est un nid à conflit d'intérêts, l'inflation va remplacer les coûts de transaction et même l'argument de la scalabilité est à nuancer. On nous vend des millions de transactions par seconde, mais concrètement, la scalabilité d'une blockchain EOS ne dépasserait pas les 1000 transactions par seconde. Et comme EOS permet de créer plusieurs blockchains en parallèle, Block One fait son calcul en multipliant ces 1000 transactions par seconde par autant de blockchains qu'il faut pour atteindre un argument de vente stylé, genre plusieurs millions. C'est comme si on disait, on n'a qu'à forquer le Bitcoin 1 million de fois, comme ça le réseau Bitcoin aurait une scalabilité de 5 millions de transactions par seconde. Ça n'a pas de sens. Maintenant, on va parler de la capacité de transaction du réseau EOS. Donc, tel que mentionné dans la vidéo, le blockchain EOS a une capacité de 1000 transactions par seconde actuellement. On va être capable de pousser ça jusqu'à 8000 transactions seconde sur une chaîne. Par contre, ce qui est différent des autres projets blockchain, c'est que l'architecture du réseau EOS, l'architecture de son blockchain, a été faite de sorte qu'on utilise la technologie de communication inter-blockchain. C'est le premier projet qui va avoir intégré cette technologie-là. Et une fois que ça va avoir été intégré, on va être capable de communiquer entre les différentes chaînes EOS. Et un projet comme Ethereum, par exemple, ne peut pas faire ça actuellement parce que tout le code, toute l'infrastructure n'a pas été programmée en ce sens. Donc, avec EOS, tout a été programmé, tout a été fait de façon à ce que ce soit quand même facile dans le futur de multiplier les chaînes EOS pour atteindre des millions de transactions par seconde. Et oui, concernant l'inflation, oui, ça va remplacer les coûts de transaction. Les coûts de transaction, les frais de transaction, ça, c'est du passé. Et les gens se rendent compte qu'une plateforme de contrat intelligent, ça ne fonctionne pas si jamais on doit avoir des frais de transaction. Pourquoi la décentralisation est importante ? Beaucoup de projets laissent tomber la décentralisation pour être plus performants que la concurrence, avoir un nombre de transactions par seconde plus élevé, des frais de transaction plus faibles et j'en passe. Les gens en oublient l'essence même des crypto-monnaies, qui est la résistance à la censure et le fait que n'importe qui puisse participer à la sécurisation du réseau. Le seul argument des défenseurs d'EOS est de critiquer Bitcoin et Ethereum sur la centralisation des pools de minage. Une trentaine de pools possèdent 75% de la puissance totale de minage. Je suis d'accord avec vous, c'est aussi de la centralisation. Mais cette centralisation ne vient pas du projet en lui-même. Ce n'est pas inscrit dans le code source du Bitcoin ou de l'Ethereum qu'une trentaine d'entités doivent contrôler plus de 50% du réseau. Cette centralisation vient de la connerie des gens qui ne veulent pas se fatiguer à miner par eux-mêmes, ou alors ceux qui prennent la pool avec le plus d'utilisateurs au lieu d'en prendre une peu connue qui ne représente qu'un petit pourcentage de la puissance totale. Si les gens réfléchissaient un minimum, on pourrait régler ce problème de centralisation très rapidement, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Il faut aussi savoir que la décentralisation, c'est la capacité à résister à la censure. Si vous avez des bitcoins et que vous souhaitez les envoyer à quelqu'un, personne ne vous cassera les couilles. Vous cliquez sur envoyer, à partir du moment où vous possédez les fonds suffisants, votre destinataire recevra l'argent. Sur EOS, les PD qui contrôlent le réseau peuvent voter pour annuler votre transaction et geler vos fonds. Donc si jamais tu es fan d'EOS et que tu critiques la censure de Ripple, t'es un fils de pute. Personnellement, si je me suis intéressé au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général, c'était pour avoir une alternative aux banques. Allez faire un chèque de banque de 10 000 € quand vous êtes étudiant et vous comprendrez que les 10 minutes pour envoyer un Bitcoin, c'est rien. Instaurer la censure dans le code de base d'une crypto-monnaie, c'est faire un pas en arrière. Comme argument, me sortez pas. Non mais des cryptes, imagine des gens se faire arnaquer car ils ont donné leur clé privée à un site de phishing. Alors écoute-moi bien.
Si les gens sont des abrutis, c'est leur faute. Au moins, ils se feront pas avoir 2 fois. Mais c'est pas une raison suffisante pour centraliser une crypto-monnaie. Si les gens sont incapables de gérer leur argent eux-mêmes, qu'ils restent au crédit mutuel ou à la banque postale. Les crypto-monnaies, c'est pas pour vous. Le Delegated Proof of Stake, c'est jouer la carte de la facilité. Au lieu de faire comme Ethereum ou Bitcoin et chercher des innovations pour pallier au problème de la centralisation et la censure, on va prendre le chemin le plus court vers la coke et les putes sans se casser la tête. Puis, on va critiquer ceux qui bossent sur de vraies solutions. Sur le court terme, c'est peut-être une option viable, mais sur le long terme, le chemin le plus complexe sera celui qui se démarquera du reste. Maintenant, on va reparler de décentralisation. Je trouve ça un peu drôle. Il vient juste de mentionner comme quoi que Bitcoin et Ethereum, oui, c'était centralisé avec les mining pools. Et c'est le cas, en fait. On a 80% de la puissance de mining qui est située en Chine, donc c'est centralisé géographiquement. Mais on a aussi 3 mining pools ou 4 pour Bitcoin qui contrôlent 51% du réseau. Donc, la résistance à la censure, comme qui parle, là, oui, c'est très important. Mais c'est quoi cette résistance à la censure-là? C'est qu'on décentralise le pouvoir. Combien de personnes est-ce que ça prend pour aller corrompre, pour changer la base de données? Bitcoin, c'est 4, Ethereum, c'est 3, EOS, c'est 15 block producers. Donc, c'est 5 fois plus décentralisé. Je comprends pas pourquoi le monde ne la comprenne pas, là, ça. Là. C'est très clair. Ça prend 15 personnes à corrompre, 3 pour Ethereum, 15 divisé 3, on est 5 fois plus décentralisé. Ça finit là. Oui, il y a plusieurs mineurs dans le réseau Ethereum. Il y en a des 20 000, mais ça n'a pas d'importance combien il y en a de mineurs. Parce qu'au final, ils sont regroupés par mining pool. C'est ça la décentralisation. C'est la décentralisation du pouvoir. Donc, les mining pools sont la décentralisation du pouvoir. Et comment ça fonctionne pour les réseaux Bitcoin et Ethereum? C'est que tu peux avoir un grand nombre de mineurs et c'est les mineurs qui vont un peu voter pour les mining pools. En fond, c'est eux qui décident où ils mettent leur vote ou leur puissance de calcul, dans quel mining pool, puis c'est elle qui a le pouvoir. C'est la même chose avec EOS, c'est juste qu'à la place d'être des mineurs, c'est les votes des jetons. Donc les jetons votent pour qui sera les block producers, ou qui agissent un peu comme des mining pools, donc qui sera les entités au pouvoir qui vont prendre des décisions pour le réseau et qui vont assurer la décentralisation. Dans le cas de EOS, c'est les block producers. Et ils sont facilement remplaçables. Dans le cas de Bitcoin et Ethereum, c'est les mining pools. Ils ne sont pas facilement remplaçables. Oui, les gens peuvent juste changer leur vote, mais c'est pas mal moins facile qu'avec EOS. Donc, on va le répéter, EOS, c'est beaucoup plus décentralisé que Bitcoin et Ethereum. Et maintenant, on va juste mentionner pourquoi est-ce qu'on veut décentraliser plus que ça? C'est quoi la décentralisation? Le but, c'est d'éviter la censure, éviter la corruption. Si jamais, avec 21 producteurs de blocs, on est capable d'atteindre cet objectif-là, pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin de plus? Il faut se rappeler que EOS, c'est un réseau qui est gouverné. Donc, si jamais on a besoin de plus de décentralisation, parce qu'on se rend compte que finalement, on a beaucoup trop de producteurs de blocs en Chine, on devrait peut-être en rajouter ailleurs, on va passer de 21 à 27. On peut faire ça. C'est ça qui est le fun avec EOS. C'est que si jamais, en tant que communauté, on se rend compte qu'on devrait plus décentraliser, on va le faire. On va les rajouter, les producteurs de blocs. Il faut juste savoir que plus on décentralise, moins c'est performant, puis plus ça coûte cher pour le réseau. Là, on est arrivé à 5 fois plus décentralisé qu'Ethereum. On trouvait que c'était assez suffisant. Puis Dan Larimer, il a fait les calculs, lui. Il s'est rendu compte qu'à partir de 20 producteurs de blocs, c'est suffisant. On a assez de décentralisation. Puis si jamais on en ajouterait plus, bien, ça coûterait de l'argent. Parce qu'à chaque fois que tu rajoutes un producteur de blocs, tu rajoutes des coûts au réseau. C'est quoi l'objectif? C'est d'avoir un réseau qui est ultra rapide, qui coûte le moins cher possible pour tous les utilisateurs. Donc, on veut décentraliser le moins possible, mais on veut tout de même que ce soit résistant à la censure. Donc, on a besoin d'un certain nombre de producteurs de blocs. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas décentraliser sur 20 000 ordinateurs. On veut décentraliser le plus possible pour atteindre l'objectif de la résistance à la censure. Une fois que c'est atteint, le reste, c'est du surplus, là, c'est du gravy, ça ne vaut rien. Là. Vous comprenez? C'est ça qui est important, là, c'est qu'on ait suffisamment de décentralisation pour atteindre l'objectif de la protection. Il est également mentionné comme quoi que qu'est-ce qui est intéressant avec Ethereum et Bitcoin, c'est que n'importe qui peut être producteur de blocs. Écoutez, moi, je suis un producteur de blocs avec mon équipe. On était 7 personnes qui étaient un peu des n'importe qui. C'est certain qu'on a des gens qui sont très qualifiés. On en a 2-3 personnes de très, très qualifiées côté informatique. Mais à part ça, on était des gens communs. Moi, personnellement, je suis ingénieur en structure de bâtiment. On a Lenny Goudreau qui est un architecte. On est une équipe.
multidisciplinaire, on est des passionnés de EOS, mais au début, on était des gens qui n'étaient pas nécessairement des experts, on n'était pas des grosses business, des grosses entreprises, on était là depuis le début, et c'est pour ça qu'on a eu une chance. Maintenant, tout ça pour dire, si jamais vous êtes n'importe qui et que vous voulez être un producteur de blocs, c'est faisable. Ça va être difficile de monter parmi les top 21 au début, mais peut-être que vous allez réussir. C'est juste, vous allez devoir mettre plus d'efforts. Mais bref, n'importe qui peut être producteur de blocs. Et également, non, ce n'est pas vrai que c'est le chemin le plus complexe qui va se démarquer des autres au final. Non, non, on a vu les problèmes de Ethereum, on a vu les problèmes de Bitcoin, on a vu les problèmes des autres crypto-monnaies. On a trouvé une solution simple à ça, puis on est en train de l'implémenter. Pas besoin d'attendre des années avant que le problème de scalability d'Ethereum se règle. On va le régler nous autres. Les applications vont transiger sur une autre plateforme si jamais ça ne performe pas ailleurs. Au début du mois de juin a eu lieu le lancement du mainnet d'EOS, avec toute la hype qui allait bien autour. C'était donc l'occasion de faire taire les langues de vipères que nous sommes, mais en fait cet événement n'a fait que confirmer ce qu'on a démontré jusqu'à maintenant. Faut le savoir, mais EOS est très réputé pour sa sécurité et son système sans faille. Non ? Ah non, c'était le Bitcoin. Autant pour moi. Bref, au moment du lancement du mainnet, Block One, la société mère de EOS, elle a été victime d'un piratage et des millions de tokens EOS ont été dérobés. Des hackers ont réussi à s'introduire dans le système de messagerie de Block One et ont utilisé les adresses mail officielles de Block One pour envoyer un lien de phishing à tous les utilisateurs. Dans le mail se trouvait un bouton pour réclamer les tokens non vendus. Vous arrivez ensuite sur un site identique au site officiel et l'adresse URL n'avait qu'une légère différence. Vous étiez bien sur eos.com, mais au-dessus du O, il y avait un point. Le vrai site est eos.io, sans aucun accent. Les victimes devaient entrer leur clé privée pour recevoir des tokens gratuits. Le week-end d'après, Block One a avoué avoir été victime d'une intrusion dans leur système de messagerie. Les mecs rejettent la faute sur le service Zendesk, c'est toujours plus facile d'accuser les autres plutôt que d'assumer ses responsabilités, surtout quand des millions de tokens ont été volés. Toujours sur la sécurité, quelques jours avant le lancement du mainnet, une société chinoise a découvert une faille critique permettant de prendre le contrôle de tous les nœuds présents sur le réseau à distance, ce qui causait le report de la date du lancement. Pour une entreprise qui a levé plusieurs milliards dans une ICO, faire des audits de sécurité ça ne doit pourtant pas être si compliqué. EOS était aussi touché par la faille Batch Overflow qui permet d'abuser des smart contracts pour créer des millions de tokens à partir de rien. Suite à cela, une bounty campaign qui vise donc à récompenser les chasseurs de bugs a enfin été lancée et a permis de trouver des dizaines d'autres failles. Maintenant, on va parler de la sécurité de EOS. Premièrement, EOS utilise la cryptographie SHA-256 telle que Bitcoin, donc a la même sécurité que Bitcoin comme réseau. Par contre, il est vrai qu'il y a eu plusieurs bugs avant le démarrage du réseau, et c'est très normal parce qu'avant un démarrage, on veut toujours tester le plus possible le réseau. Dans les semaines avant le démarrage du réseau, on utilisait les testnets et on a travaillé très fort là, à essayer de trouver le plus de bugs possible. Par la suite, plus on arrivait proche de la date butoir là, du démarrage du réseau, plus il y avait d'efforts à trouver des bugs et il y en a eu plusieurs qui ont été trouvés. Là, Parce que ce qui est intéressant, c'est que même si jamais on en trouvait d'autres bugs, c'est pas grave parce qu'on est un réseau gouverné. On va arrêter le réseau, on va aller réparer le problème, puis on va le repartir. C'est la même chose qui est arrivée quand le réseau est démarré. On a procédé comme ça. Donc avec un réseau comme EOS, c'est facile d'aller l'arranger. C'est ça qui est intéressant. Si jamais ça fait 3 ans que le réseau Ethereum il fonctionne, puis que là il y a un bug, puis qu'il y a une application qui ne fonctionne plus, ben il va falloir faire un hard fork, puis splitter le jeton en deux, splitter la communauté en deux, comme Ethereum classique. Donc c'est difficile de faire des changements à des protocoles comme Ethereum. C'est facile avec EOS. C'est ça qu'il faut. Il faut que quand on a un bug dans une application, quand on a un bug dans le protocole lui-même, qu'on soit capable de faire les changements dans quelques heures et on n'impacte pas le réseau, on n'impacte pas les autres applications. Donc, c'est ça qui est important. Puis c'est pour ça qu'on a besoin d'un blockchain gouvernable. Le code is là, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir aussi que pendant la période de lancement du mainnet, c'est-à-dire pendant l'élection initiale des producteurs et donc l'accumulation des 150 millions de tokens, il n'y avait pas encore de producteurs. On était censé avoir 21 producteurs désignés au hasard pour générer l'élection, mais finalement, pour des questions de coordination, c'est un seul producteur qui a géré toute l'élection. Oui, vous m'avez bien compris, la période la plus cruciale pour l'intégrité du réseau EOS a été gérée par une seule entité inconnue et centralisée, et rien que l'idée que ce soit Bitfinex me donne des frissons. On ne connaîtra jamais la fiabilité de cette élection. À peine 24 heures après le lancement du mainnet, le bordel s'est mis en pause pour une raison indéterminée, forçant les producteurs à utiliser le consensus par preuve de conférence téléphonique pour gérer la crise. À part ça, EOS reste décentralisé. Ah oui, et si vous pensiez peut-être que ce que je vous avais dit à propos de la Constitution, c'était de la flûte,
Bah voilà, la censure vient de commencer. Les producteurs, du haut de leur nuage de l'Olympe, ont décidé de faire régner la justice et de geler 7 comptes qui seraient impliqués dans la campagne de phishing de Block One décrite plus haut. Et la liste noire ne fait que commencer si vous voulez mon avis. Et voilà, je pense qu'on en a fini avec EOS. À mon avis, c'est un projet dont on n'entendra plus parler d'ici 2 ans. Après, ça reste mon humble avis, n'hésitez pas à vous faire vos propres recherches. Vous pouvez vous lâcher dans la section commentaires, je réponds toujours aux questions pertinentes. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne de Decrypt. Puis bah aussi à la mienne tant qu'à faire. C'était Sisyphe, ciao. OK, maintenant on a parlé des élections. Comme quoi que quand le réseau a démarré, c'était seulement un producteur de blocs qui a démarré le réseau. Et c'est vrai en fait, mais il y a certaines raisons spécifiques pour ça. Initialement, on voulait faire ça avec plusieurs producteurs de blocs. Et à la place, afin d'être plus sécuritaire, parce que si jamais on démarre le réseau en groupe, les attaqueurs potentiels savent qui sont les producteurs de blocs. Donc, on aurait pu être attaqué. Tandis que quand on fait juste dire, bon, ben, il va y avoir un producteur de blocs qui va être anonyme, qui va démarrer le réseau, mais les attaquants potentiels ne savent plus où attaquer. Donc, de cette façon-là, ça permettait à ce que le producteur de blocs qui démarre le réseau ne serait pas attaqué et ne serait pas ralenti dans le processus et tout ça. Par la suite, une fois que lui veut démarrer le réseau, les autres producteurs de blocs qui vont poursuivre la chaîne doivent valider la chaîne avant. Donc, c'est pas vrai que c'est centralisé et tout ça, que c'est pas bon pour le réseau et que c'est le moment crucial. Oui, c'est le moment crucial du réseau, mais chaque producteur de blocs qui veulent continuer à avancer cette chaîne-là, qui a été démarrée par un producteur de blocs, doivent confirmer la chaîne. Donc, si jamais eux, ils confirment la chaîne, oui, c'est la bonne chaîne, il y a le bon taux d'inflation, il y a le bon taux de... La gouvernance est bien faite dessus, tout ça. Si jamais il y a le bon hash, la fonction hash de la chaîne, on est certain que c'est la bonne chaîne. Comme ça, on peut pousser cette chaîne-là. Fait que, finalement, tout ça s'est bien passé, ça s'est super bien déroulé. Et les appels conférences entre les différents producteurs de blocs, tout se passe bien toujours. Puis maintenant, on veut commencer à être de plus en plus transparent dans les conférences, dans ce qui se dit entre les différents producteurs de blocs. Donc, on va essayer de rendre ça le plus transparent possible. On a discuté également d'un bug qui a eu lieu après le démarrage. Effectivement, il y a eu un bug après le démarrage. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le réseau a arrêté complètement. Et par la suite, l'équipe de Block One est arrivée avec Dan Larimer. Ils ont résolu le problème. En dedans de, je crois, 5 heures, le réseau était reparti et tout fonctionnait comme il faut. Il n'y a pas personne qui a perdu des fonds à cause de ça. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Maintenant, quand on parle des 7 adresses là, de la liste noire, donc ça, c'est des adresses, comme qui a été mentionné, c'est des gens qui se sont fait pirater leur compte là, à l'aide de phishing scam, comme il a mentionné, là, avec les courriels que Block One a envoyés. Donc là, pensez-y 2 secondes. Là. En tant que producteur de blocs, on le sait, on a des bonnes pistes à savoir que oui, c'est vrai, ces comptes-là, ils ont été piratés. Si jamais on ne fait rien, là, ils vont se faire voler. Ben, les gens qui sont pour le code is là, les autres, ils diraient oui, laissez-les se faire voler, c'est de leur faute, ils ont cliqué sur le phishing scam. Ça n'a pas de sens. Là. Quand on sait que des gens vont se faire voler et qu'on a le pouvoir d'aller les sauver, on veut aller les sauver. Puis c'est ça que c'est un blockchain gouverné, c'est qu'on va être capable de sauver les gens qui se font pirater, puis d'empêcher les pirates de partir avec des fonds. On va être capable de contrôler ce réseau-là. Maintenant, pour ceux qui ont aimé notre vidéo, s'il vous plaît, likez notre page et surtout, abonnez-vous à notre page YouTube. Et également, on a une page Facebook qui s'appelle EOS Nation. On a également une page Telegram, EOS Nation, et il y a une page EOS francophone Telegram. Donc, allez là-dessus, venez jaser avec nous autres. On est EOS Nation, votre candidat producteur de blocs. On a essayé de vous donner de la valeur, essayer de vous expliquer c'est quoi les vraies affaires. Et suivez-nous
On va vous donner d'autres informations. On a entre autres notre série vidéo EOS qui est en train de sortir là, actuellement. On est en train de faire les vidéos où on va vous expliquer en profondeur c'est quoi la décentralisation, c'est qui Dan Larimer, c'est quoi toutes les caractéristiques du projet EOS. Donc allez voir ça sur notre page YouTube française EOS Nation espace FR. Donc merci à tous, à la prochaine.